Notre invité ce matin, c'est sa première grande interview radio-télé, Marion Maréchal Le Pen. Bonjour. Bonjour. 23 ans, Oui. députée du Vaucluse. Petite fille de Jean-Marie Le Pen, nièce de Marine Le Pen. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes stressé un peu. Je vous sens un peu stressé là. Et vous, monsieur Bourdin, non, vous pas êtes du stressé? tout. Moi non, je suis jamais stressé. Ça pourrait vous arriver quand même. Non, vous croyez? Non, écoutez, moi vous ça va. je suis à l'aise, pas de problème. Bon, vous êtes à l'aise. Alors on va attaquer avec l'Assemblée nationale et avec cette législative partielle qui a eu lieu dans l'Oise. Succès moyen finalement pour le Front National. C'est vrai que vous êtes au second tour, mais si je regarde le nombre de voix... Non, beau succès parce qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Ces législatives partielles, assez naturellement, ne sont pas des élections qui sont faciles pour nous. De manière générale, on fait des scores bien en deçà des élections initiales, on va dire. Donc non, c'est plutôt prometteur et je trouve que... Mais aucune chance au second tour. C'est assez révélateur de la sanction. Aucune chance au second tour face à monsieur Mancel. En tout cas, moi, ce que je remarque, en tout cas, c'est que le Parti Socialiste appelle à voter pour l'UMP, ce qui prouve que leur clivage est largement factice, parce qu'une fois venues les élections, on reste quand même entre copains. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est assez révélateur en tout cas. Bon, mercredi, puisqu'on parle de l'UMP à l'Assemblée nationale, débat et vote. L'UMP, par l'intermédiaire de Jean-François Copé, son président, veut censurer la politique économique du gouvernement. Vous confirmez, vous voterez cette motion de censure? Alors nous la voterons avec Gilbert Collard parce que ce serait pas lisible pour nos électeurs que de ne pas la voter. Oui. Étant donné que nous critiquons largement la politique menée par le gouvernement, il faut savoir que nous n'avons pas, nous, les moyens politiques et parlementaires de la déposer. Donc on va dire autant en profiter. Alors on va se rejoindre sur le constat, même si je trouve que l'UMP est particulièrement illégitime à poser ce constat parce qu'il accuse le gouvernement de matraquage fiscal. On ne peut pas dire que le gouvernement Fillon soit resté en reste de ce point de vue-là. Il accuse la hausse du chômage. On va dire que M. Sarkozy n'a pas vraiment enrayé le chômage. Il accuse en l'occurrence le gouvernement d'avoir trahi ses promesses. Bon, alors, ça on est d'accord. Pourquoi est-ce que vous votez cette motion de censure? Je regrette, parce que je suis d'accord avec le constat sur le papier. Dommage que l'UMP soit qu'une machine à blabla, mais ça serait pas lisible, si vous voulez, pour nos électeurs qu'on ne la vote pas. Et puis je regrette qu'il n'y ait pas aussi une dimension sur l'immigration. Parce que voilà, la dimension économique de l'immigration est quand même importante. Et je trouve que venant de l'UMP qui joue souvent les gros bras là-dessus, le fait de ne pas la mettre explicitement dans cette motion est regrettable. Bien, Marion Maréchal Le Pen, vous avez parlé d'alliances ponctuelles ou régionales, locales. De circonstances. C'est quoi une alliance de circonstances? C'est-à-dire que ce n'est pas une alliance nationale entre partis politiques, ce sont des unions de circonstances, voilà, entre hommes sincères, autour d'un projet municipal. Entre hommes ou femmes, entre hommes ou femmes, tout à fait, c'est toujours plus plaisant. Et puis, voilà, autour d'un projet municipal, parce que nous considérons qu'il y a des vrais patriotes à droite comme à gauche, et que ce sont des élections qui se prêtent. Patriotes. Ce sont des élections qui se prêtent. À gauche, on n'est pas patriote. C'est ce que je vous dis, il y a des patriotes à gauche comme à droite. Et je dis, ce sont des élections qui se prêtent au rassemblement. Parce que ce sont des élections qui sont moins politisées, plus tournées vers les personnalités. Et donc, je crois que c'est le moment d'utiliser l'outil Rassemblement Bleu Marine. Mais il y a déjà des rapprochements alors, ce que je constate, dans votre région, dans le Vaucluse. Oui. Soyons concrets. Exactement. Je vous donne l'exemple de Carpentras, où la tête de liste est une tête de liste RBM, puisqu'il s'agit de mon suppléant Hervé Delépinaud, qui n'est pas Front National. Non, il y a quelqu'un de Ligue du Sud, avec, on va dire, une liste qui va être majoritairement Front National, mais avec également des gens qui sont des anciens RPR ou même des anciens UMP autour de ce projet municipal. Donc c'est assez révélateur de la capacité du Front National à rassembler dans ce coin-là, en tout cas, au-delà de ses frontières. Bien. Vous serez candidate au municipal, vous moi, je ne pars pas tête de liste. J'ai assez de travail comme ça. Je viendrai probablement en soutien d'une liste colistière. Alors, je n'ai pas encore arrêté mon choix. Sorgue, dit-on Sorgue, pourquoi pas Carpentras. Je vais aller là où je serai, on va dire, le plus utile politiquement. Bien. Donc Sorgue, Carpentras, peut-être Bédarrides. Exactement. Entre les trois, mon cœur balance. Je ne sais pas. Bon, vous verrez. Et nous verrons. Pourquoi vous êtes contre le cumul des mandats? Oui, je suis contre. Je suis contre parce que je vois, moi, le travail en tant que non-inscrite. Vous voterez la loi. Tout à fait. Mais je sais qu'elle ne passera qu'en 2017 parce que vous comprenez bien que le Parti Socialiste ne prendra pas le risque d'avoir des législatives partielles. Vous la voterez à ce moment-là. Je la voterai parce que je trouve que l'idée de dire oui, mais c'est important d'avoir des députés maires parce que du coup, ils sont plus au fait de ce qui se passe au niveau local, ne se justifie pas parce que nous avons une chambre qui s'appelle le Sénat qui est censée représenter les collectivités territoriales. Donc ça n'est quand même pas le même objectif. Et puis, vu le travail que ça demande, très honnêtement, Monsieur Bourdin, d'être député, je ne comprends pas comment ils font pour être député maire. C'est vrai. Voilà, donc je préfère qu'ils se concentrent. Je vais les ramener vers le droit chemin en leur disant de se concentrer sur leurs tâches parce que je trouve qu'il y a trop d'absentéisme dans cette hémicycle. Qu'est-ce que vous avez découvert d'ailleurs à l'Assemblée nationale, franchement, après 9 mois maintenant, 8 mois? Qu'est-ce que vous avez découvert?
On va dire que c'était pire que ce que je pensais, puisque pour vous donner une petite anecdote qui m'a un peu amusée, première commission, je m'assois. Alors moi, la commission, vous savez, il y a l'UMP à droite, on va dire traditionnellement, la gauche à gauche, le centre au centre. Moi, je change un petit peu pour les ennuyer. Vous mettez à gauche aussi, à droite? Ça m'arrive de temps en temps à côté des communistes, de temps en temps à côté des écologistes pour leur plus grand plaisir. En tant que non-inscrit, j'ai le droit. Il faut quand même que j'ai quelques privilèges. Et j'entendais donc une des députées dire finalement, de toute façon, pour se faire réélire, il faut en faire beaucoup au début et beaucoup à la fin. Voilà, c'est ça, l'état d'esprit général. C'était Georges Frêche un peu qui disait ça. Ouais, mais voilà, donc c'est l'état d'esprit général. Finalement, on a des gens qui sont dans une discipline de parti désastreuse et on fait à 577 le travail qu'on pourrait presque faire à 3. Trop de députés. Trop, je pense certainement, au vu du ratio de la population. Mais surtout, quel intérêt d'avoir tant de députés pour qu'ils soient si disciplinés. Voilà, et avoir une telle homogénéité, c'est vraiment... Vous étiez en Lorraine samedi. Oui, tout à fait. En Lorraine, pour aller soutenir Fabien Engelmann, qui est candidat municipal à Hayange, en Lorraine. C'est un ancien militant. Il était à la CGT. Il s'est fait exclure d'ailleurs. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a qui viennent au Front National, syndicalistes. On en a beaucoup parce qu'en fait, on est un parti naturellement politiquement transversal. Ce qu'il faut dire, puisque c'est quoi ça, on va dire que politiquement transversal. On défend, on va dire, des valeurs qui sont dans l'inconscient collectif à la fois à gauche. Je pense notamment à la laïcité, à l'école, à la défense de certains modèles sociaux, et puis personne n'attaque l'école. Hein. Tout le monde défend l'école. Mais c'est une idée. Des valeurs qui sont aussi dans l'inconscient collectif à droite, l'autorité, le mérite, le travail, qui fait qu'on rassemble autour de nous des gens qui ont des origines politiques très différentes. Et M. Engelmann, comme M. Philippot d'ailleurs, par exemple, sont des exemples de ce rassemblement. Mais vous étiez favorable à la nationalisation partielle d'ArcelorMittal, par exemple? Oui. Je pense qu'en attendant de retrouver un repreneur digne de ce nom, il aurait fallu prendre ce genre de décision. Tout à fait. Vous êtes favorable à une proposition de loi interdisant, ou un projet de loi interdisant à un groupe de vendre une usine rentable? C'est compliqué de se prononcer là-dessus parce qu'en l'occurrence, ça dépend vraiment de la conjoncture. Moi, je ne suis pas non plus pour une loi qui soit, ça dépend de la conjoncture. Rigide. Je comprends pas très bien là. Je trouve ça extrêmement rigide, mais en l'occurrence, oui, les licenciements boursiers sont des choses qui, pour moi, un licenciement boursier me choque. Un groupe étranger qui possède une usine en France, cette usine est rentable, mais le groupe se dit que pour faire des économies au niveau mondial, au niveau du groupe, il faut fermer cette usine. Oui, ça me choque. Ça vous choque? Ça me choque. Il faut interdire cette fermeture? Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à une interdiction législative? Je ne suis pas certaine. Voilà, je trouve que ça va un peu loin, mais ça me choque. Et la limitation des salaires des dirigeants des grandes entreprises, vous êtes favorable? Vu ce que touchent certains, oui, on pourrait. En effet, je pense que l'exemple du référendum de ce qui s'est fait en Suisse peut être un exemple. Vous êtes plus à gauche que Jean-Luc Mélenchon. Non, parce que pour moi, ce que je disais la fois dernière, M. Mélenchon est l'idiot utile du capitalisme, puisqu'il défend l'immigration qui est utilisée par le grand patronat et le MEDEF pour tirer à la baisse les salaires. Donc pour moi, il n'est pas très cohérent, on va dire, dans sa politique économique. Oui. Je ne me confonds pas avec lui. Non. C'est quoi la gauche pour vous, aujourd'hui? Ce sont des gens déloyaux, envers leurs propres électeurs d'ailleurs. Pourquoi? Parce que en réalité, ils surfent sur une espèce d'image de défense, du modèle social, la défense des pauvres, de la précarité. Et en réalité, ce sont des gens qui tirent leurs ordres directement de l'Union européenne. On le voit d'ailleurs. Regardez, il y a quelques jours de ça, a été voté le Two-Pax. Vous voyez de quoi je parle? Une commission donc élue, la Commission de l'Union européenne, va pouvoir avoir un droit de regard et de contrôle sur le budget national, sous peine de sanctions. Et ils vont évidemment appliquer la feuille de route de l'austérité qu'ils ont déjà appliquée en Grèce, contrairement à tout ce qu'a pu défendre le socialisme. Vous êtes jeune, vous avez 23 ans. Comment jugez-vous le président de la République, François Hollande? Incolore, inodore et sans saveur. Voilà. Je crois que c'est dommage qu'il soit normal, ce président. C'est pas ce qu'il aurait fallu à la France, justement. Je crois qu'en vous auriez pu voter pour lui? Il aurait fallu... Vous auriez pu voter pour lui? Non. Très honnêtement, je ne me suis même pas posé la question. Et vous avez voté pour qui au second tour de la présidentielle? J'ai voté blanc. J'ai voté blanc. Je suis restée dans la droite ligne cohérente, logique, qui voulait que je crois que le salut ne se trouve ni en l'UMP ni au PS. Le Parti communiste dénonce ce qui se passe à Chypre, vous aussi? Je trouve ça scandaleux, ignoble. On va donc taxer l'ensemble des Chypriotes sur leur compte bancaire. En plus, c'est des taux extrêmement... fiscal, Chypre. Oui, enfin, ça va toucher les Russes, que l'objectif c'est de toucher les Russes notamment, mais ça va toucher l'ensemble des Chypriotes. Ça va toucher l'ensemble des Chypriotes. Et donc, on va taxer les comptes bancaires, en plus, dans des taux importants. C'est 6,4% pour moins de 100 000 euros et 9,75%. Oui. Et 9,9, en réalité, la vérité, c'est quoi? C'est que c'est la bande-annonce de ce qui va se passer en France. Faut pas être dupe. Ah, vous pensez? Je suis convaincue de ça, simplement parce qu'au moment où on ne pourra plus augmenter les impôts, eh bien, on va les taxer directement dans les stocks. Voilà, c'est ça la vérité. Ça nous pend au nez. C'est un peu, j'en suis persuadée, c'est un peu, vous voyez, le syndrome de l'Europe, c'est vous mourrez guéri. C'est exactement ça.
Voilà, donc j'avertis les Français, je vous dis, c'est ce qui va vous arriver demain. Marion Maréchal Le Pen, il faut faire des économies en France. Le budget de l'État doit trouver de l'argent. L'État doit trouver de l'argent. On en fait où des économies ? Déjà, pour ça, on pourrait aller chercher pour créer de la richesse. Déjà, pour ça, il faut changer de modèle économique. Mais il y a déjà une manne importante qui est celle de l'immigration. Ouais. L'immigration coûte 70 milliards d'euros par an. Je m'y attendais. Voilà. Oui, mais si vous voulez, personne n'en parle. Mais il y a une dimension économique dans l'immigration. C'est pour ça quand on nous dit oui, il y a une rupture entre l'attention particulière à l'économie de Marine Le Pen et le positionnement un peu différent de Jean-Marie Le Pen. Non, il n'y a pas de rupture. Les choses. Alors, il y a un débat qui se recentre un peu plus avec Marine Le Pen du fait de la crise sur l'économie. Mais je veux dire, il y a une constance. L'immigration est un thème qui est un thème important parce qu'il relève aussi de quelque chose d'une dimension économique. Et moi, je pense à l'AME, par exemple. L'AME, c'est quand même 800 millions d'euros par an. C'est une bonne façon de faire des économies, ça aussi en l'occurrence. Il y en a des économies à faire quand on cherche bien. Moi par exemple je pense à la chose qui m'a un peu amusée dernièrement, c'est la taxation sur les allocations familiales. Oui, tiens, j'allais vous en parler. On sait qu'en France, c'est assez typique, il y a 20 milliards de fraude sociale par an. C'est juste 2 tiers. Oui, enfin, les chiffres sont contestés, mais on ne va pas se battre sur des chiffres, j'aime pas ça. On est quelque chose de considérable. Quelque chose de considérable, presque 2 tiers en gros de l'augmentation des impôts de cette année. Et au lieu de ça, on préfère, au lieu de lutter contre cette fraude, on va aller taxer les allocations familiales, qui est, du fait de son universalité, l'une des seules aides qui permet de compenser un peu l'injustice, qui veut que ce soit toujours les classes moyennes. Oui. Qui en gros, les classes moyennes qui en gros participent à la redistribution sociale mais qui en bénéficient le moins. Oui, on va réduire ou supprimer les allocations familiales au-dessus d'un certain niveau de revenus. Ça vous paraît pas logique ? Il a été question de les taxer aussi, on n'est pas encore complètement arrêté. Non, mais là je vous parle de... Oui, mais est-ce que vous êtes favorable à une réduction ou une suppression des allocations familiales au-dessus d'un certain revenu ? Je ne suis pas pour une suppression, je pense que c'est un impôt qui doit rester universel. Xavier Bertrand dit oui. La vérité, c'est que ces couples dont on parle, qui font des enfants, qui n'ont pas réellement besoin pour vivre de ces aides, sont assez limités. La grande majorité des Français qui en bénéficient, c'est la classe moyenne, et c'est ça qui est important et qu'il faut défendre. Et en touchant à cette universalité-là, je crains malheureusement qu'on s'en prenne également aux classes moyennes, parce qu'il faut voir ce qui est considéré comme riche par les socialistes. Ça va quand même très très vite, de manière générale. Donc s'ils veulent faire des économies d'ampleur là-dessus, ils ne se contenteront pas uniquement de ces couples qui ont, on va dire, beaucoup d'argent, mais ils vont évidemment aller taper dans la classe moyenne. La sécurité, Marseille, vous n'êtes pas très loin de Marseille, vous voyez les problèmes dans cette ville et dans la région marseillaise. Barbarie. Lutte contre la barbarie, dit Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Les élus n'ont pas le droit de se diviser, ils doivent être solidaires et responsables. Vous êtes solidaire avec M. Valls ? Le problème de M. Valls, si vous voulez, c'est que alors il fronce les sourcils, il fait de la gonflette, mais à côté de ça, il a une garde des Sceaux qui, dans le même temps, va nous expliquer qu'elle va supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs, qu'elle va en gros supprimer la peine planchée, elle passe son temps à faire des déclarations comme quoi finalement elle a plus à cœur la réinsertion des criminels et leurs conditions de détention plutôt que de rendre justice aux victimes. Donc il y a un moment où on peut pas jouer sur les deux tableaux, si vous voulez. Et on peut pas avoir un ministre de l'Intérieur qui dit on va faire baisser la délinquance tout en ayant une garde des Sceaux qui ne propose pas de réponse à cette délinquance. Donc pour moi c'est du vent, c'est du blabla. Et je le vois de toute façon dans l'hémicycle, M. Valls, il fait des grandes envolées lyriques, mais il y a rien quoi. Il y a rien. C'est mou. Et on est dans une société, et j'invite d'ailleurs les lecteurs, je vais faire un peu de pub à ce livre qui est bouleversant, qui est France Orange Mécanique, où ce livre explique un ensauvagement de la nation, voilà, avec une progression constante des incivilités, mais également des crimes dans des formes d'ultra-violence. Et aujourd'hui, on est dans un message dramatique qui est celui d'un laxisme terrible, où en gros c'est ça, voilà, c'est finalement plus valorisant intellectuellement de s'occuper du passé du criminel, de sa réinsertion, de savoir s'il va avoir la télé, sa promenade, plutôt que de véritablement rendre justice. La réinsertion empêche la récidive, Marion Maréchal Le Pen. Oui, enfin ça pareil, je vous parlais des chiffres, ça, ces chiffres-là sont très contestés aussi. En l'occurrence, moi je crois qu'à un moment la société doit protéger ses citoyens. Heureusement qu'on tente de réinsérer les condamnés. Ne doivent jamais sortir. Voilà. Il faut remettre en place la peine de mort. Je suis contre mais je suis pour la perpétuité réelle. C'est-à-dire on rentre, on ne sort jamais.
Jamais. Voilà, il n'y a pas un moment, oui, mais il a été gentil dans sa petite cellule, donc il sort. Non, il sort pas. Donc je suis contre la peine de mort, bon, pour des raisons qui me sont des raisons intimes, on va dire, mais je suis d'accord avec Marine Le Pen sur le fait qu'il faut remettre, on va dire, des convictions plus personnelles. Qui ne sont pas politiques. Exactement. Et je suis en revanche, comme Marine Le Pen, pour la mise en place d'un référendum, pour remettre cette décision au peuple. Budget de la défense, faut-il réduire le budget de la défense ou pas? Alors je trouve ça assez amusant parce qu'on est en guerre maintenant depuis des années, donc on n'a jamais autant montré l'utilité d'avoir une armée et pour autant on utilise l'armée comme variable d'ajustement. Je ne crois pas. Je crois que c'est pas là-dedans qu'on doit faire des économies parce qu'il en va de l'indépendance nationale. Donc on ne touche pas. Oui, parce qu'il en va de l'indépendance nationale. On a un savoir-faire extraordinaire et je trouve ça dommage aujourd'hui de le gâcher. Donc si on ne touche pas le budget de la défense, on va pouvoir envoyer des armes à la rébellion syrienne. Si j'ai bien compris, Marion Maréchal Le Pen. On ne va pas envoyer d'armes, enfin j'espère pas, même si ça va se faire, mais je regrette que ça se fasse, qu'on va une fois de plus les Anglais. Réitérer les erreurs du passé. Parce comme bientôt les Américains. On va aller armer une résistance extrêmement hétérogène, dont on sait qu'une grande partie est composée d'islamistes, même une partie, puisque le front Al-Nosra a été répertorié par les Américains comme Al-Qaïda, c'est quand même pas rien. Et on va faire tomber un régime qui est certes éminemment critiquable, probablement abject sur beaucoup de choses, mais qui avait deux mérites. Le premier, c'était de préserver quand même relativement le droit des femmes. Et le deuxième, c'était de faire cohabiter pacifiquement des minorités qui demain vont se faire massacrer. Vous préférez Assad à la rébellion? Non, j'ai pas de préférence, si vous voulez. J'estime que c'est au peuple syrien. Si on ne fait rien, rien ne bouge. Mais on n'est pas à être les gendarmes du monde, Monsieur Bourdin. On est un pays qui a comme tradition internationale d'être préserver les grands équilibres. On n'a pas été... Dans ce cas-là, allons en Corée du Nord. Je veux dire, en Corée du Nord, oui, voilà, il y a aussi une dictature abjecte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est au peuple syrien maintenant de prendre son destin en main. Et ça n'est pas à nous de prendre le risque, comme nous l'avons fait en Libye. Nous avons quand même mis les islamistes au pouvoir. Assad est armé. Mais en plus, Monsieur Bourdin, armé par la Russie, armé. Et ça fait plusieurs fois on le sait très bien, de toute façon, que l'Occident arme cette résistance à travers la Turquie, à travers des arrière-bases. Donc, de toute façon, c'est déjà un fait. Voilà. Donc, oui, vous êtes contre. J'ai bien compris. J'ai une dernière question. Et on a des exemples, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Vous êtes membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Marion Maréchal Le Pen. Alors, sur les rythmes scolaires, quelle est votre position? Parce que j'ai pas l'impression, j'ai pas lu. Il y a beaucoup de choses. La semaine de 4 jours et demi, les 6 semaines de vacances l'été. Il y a énormément de choses dans ce projet de loi qui ont été complètement occultées par ce débat du rythme scolaire. Le rythme scolaire, c'était un débat qui se justifiait, mais pas maintenant, pas en l'état actuel de l'école en France. C'est-à-dire que c'est un peu comme refaire les fenêtres d'une maison qui n'a pas de toiture. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a rien dans ce projet de loi qui s'attaque au véritable problème de l'école, c'est-à-dire à la violence scolaire, c'est-à-dire au recul de la laïcité, c'est-à-dire au respect de l'autorité des profs, c'est-à-dire au contenu des programmes. On dit oui tout le temps le primaire c'est la priorité, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause la méthode globale. Mais c'est la priorité le primaire. Bah oui, c'est tellement la priorité qu'on s'en attaque pas au contenu. On va alors mettre de l'anglais alors qu'ils parlent déjà pas français. Non mais je vous pose là une question précise sur les vacances, sur le rythme scolaire. Vous êtes favorable à la semaine de 4 jours et demi ou pas? J'estime que ce n'est pas le moment. Je pense que c'est un débat qui doit se poser, mais pas maintenant. Il y a d'autres priorités. Oui, mais pas maintenant, c'est bien ça. Exactement. Il y a d'autres priorités avant ça qui sont bien plus importantes, ceux que je viens de vous citer notamment. Et il y a eu aussi ce débat. Alors, je tiens à en parler un petit peu. C'est quand même un peu étonnant. C'est cette sorte de morale laïque. Alors la morale laïque, c'est au-delà de la définition qui est pas très claire. Il y a quelque chose de séduisant dans la morale laïque. On se dit oui, voilà, ça va être le respect de l'autorité, le retour, voilà, du respect aux professeurs et tout. Et quand on lit l'étude d'impact, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Il y a notamment faire des citoyens éclairés pour la primauté de la raison et le refus des dogmes. Alors je trouve ça un peu soviétique comme démonstration. Alors j'ai demandé en commission à quoi ça correspondait, parce que je suis pas sûre d'avoir la même définition de la raison et des dogmes, vous voyez, que la gauche. Et il y a aussi lutter contre les inégalités hommes-femmes, contre les distinctions liées au genre. Je dis bien pas au sexe, je dis bien au genre. Donc on va aussi insidieusement faire rentrer la théorie du genre dès le primaire, ce que je trouve moi catastrophique. Donc c'est un moyen en fait de faire de l'endoctrinement politique. Merci d'être passé nous voir ce matin, Marion Maréchal Le Pen. Demain, notre invité sera Jean-Louis Borloo.